Si j'avais su que les dernières paroles chuchotées à mon oreille par mon mari Jean, juste avant qu'il n'expire dans ce lit d'hôpital, étaient en réalité la clé d'un effroyable secret capable d'ébranler jusqu'aux racines la famille que j'avais chérie pendant des années, mes enfants et toute la vie que j'avais bâtie, peut-être me serais-je évanouie ce jour-là, non pas de douleur, mais de peur. Mon mari Jean, l'homme avec qui j'ai passé 47 ans de ma vie, était l'homme le plus honnête, le plus calme et le plus digne de confiance que je connaisse. Jamais de toute sa vie, il ne m'avait fait défaut ni à moi ni à notre unique fils Paul. C'est précisément pour cela que la nuit où les médecins avaient abandonné tout espoir, le voir rassembler ses dernières forces pour se pencher vers moi et murmurer « Marguerite, ce vieux coffre sous les combles, surtout ne... » ressemblait à un adieu chiffré, suspendu dans l'air. Une phrase dont la peine et la panique m'empêchaient alors de comprendre le sens. Après les funérailles, notre maison s'était soudain remplie de parents et d'amis venus présenter leurs condoléances. Paul, et surtout ma belle-fille Émilie, tournoyaient autour de moi comme des papillons effarouchés. « Maman, repousse-toi, on s'occupe de tout. » Et leurs efforts constants pour m'apaiser m'avaient d'abord paru n'être que la compassion habituelle d'enfants dévoués. Après tout, nous venions de perdre le pilier de la famille, ce grand tilleul qui nous avait protégés de toutes les tempêtes. Il était naturel de se serrer les coudes dans ce deuil si éprouvant. Pourtant, lorsque les visiteurs furent partis et que la maison retomba dans ce silence assourdissant, la dernière phrase inachevée de Jean commença à résonner en boucle dans ma tête. Ce vieux coffre sous les combles, ce coffre en bois que nous avions laissé s'enfouir sous la poussière pendant des années, celui que je croyais rempli de vieilles photos jaunies et de lettres, pourquoi, au seuil de la mort, m'avait-il supplié de ne pas toucher à ce coffre ? Ces questions se muèrent en cauchemars qui me volaient le sommeil. Le lendemain, dès que Paul et Émilie partirent au travail, je ne pus résister plus longtemps à cette étrange pulsion. La dernière expression dans les yeux de mon mari, aussi floue fût-elle, n'était pas seulement un adieu, c'était un avertissement. Quoi que cache ce coffre, il fallait que j'accomplisse la dernière volonté de Jean et que je découvre la vérité. En descendant l'échelle de bois qui menait au comble, le grincement des marches réveilla non seulement la maison, mais aussi des souvenirs enfouis en moi depuis des années. L'odeur sèche et âpre de la poussière qui me frappait le visage à chaque pas transformait cette ascension dans une descente vers les galeries les plus sombres de mon propre passé, plutôt que vers la simple résolution d'un mystère. Dans un coin, à demi dissimulé derrière un vieux berceau et une machine à coudre inutilisée, se trouvait le coffre. Mon cœur faillit s'arrêter un instant. Ce n'était plus la boîte innocente que j'avais imaginée, renfermant des chaussons tachés de naphtaline et des lettres tranquilles. C'était devenu le gardien d'un secret qui pouvait jeter une ombre sur nos 47 ans de mariage. Quand j'eus brisé le cadenas rouillé et soulevé le couvercle lourd, la senteur familière des boules de naphtaline et la vue des premières chaussures de notre fils me firent sourire un bref instant. Mais juste en dessous, nichée parmi ces souvenirs chaleureux, se trouvait une petite boîte métallique froide, brillante, avec un minuscule trou de serrure. Un objet étranger qui s'insinue comme une intruse parmi nos tendres reliques. À cet instant, le « surtout ne » prononcé par Jean me pesa tout entier. Cette boîte n'était pas un objet ordinaire. Je venais à peine d'empoigner la boîte métallique pour la secouer et sentir si elle était verrouillée, lorsque j'entendis en bas la clé dans la serrure et ensuite les voix de Paul et Émilie qui entraient d'une manière si imprévue que mon sang se gela. Ils ne rentraient jamais si tôt d'habitude. Leur apparition soudaine, comme s'ils avaient pressenti ma montée au comble, transforma la graine minuscule de doute qui germait en moi en un arbre d'incertitude immense.
En retenant mon souffle, je cachai la boîte sous une vieille couverture et redescendis sans bruit. Depuis la cuisine, par où filtrait leur chuchotement, j'entendais Émilie dire « Pas maintenant, Paul. Attendons le bon moment. Maman ne doit se douter de rien. » À ce moment précis, la vérité me frappa avec une cruauté glaciale. Le secret de mon mari n'était pas seulement enfermé dans ce coffre, il vivait aussi, dissimulé, dans les murs de cette maison et sur les livres des personnes en qui j'avais le plus confiance. Au moment où, sur le seuil de la cuisine, j'entendis le murmure venimeux s'échapper des lèvres de ma belle-fille, Émilie, je restai pétrifiée. Et soudain, la douleur d'avoir enterré l'homme avec qui j'avais partagé 47 ans de ma vie me parut tiède à côté du froid glacial que provoque la trahison, surtout quand elle vient de son propre sang. Je collai sur mon visage un sourire fin, un masque que je n'avais jamais porté auparavant, et fis un pas à l'intérieur. Quand ils me virent, je lus sur leur visage la panique brève de deux coupables pris sur le fait, aussitôt remplacée par une gaieté artificielle, celle qu'on arbore lorsqu'on prétend préparer une fête surprise, plutôt qu'un mensonge. À ma question « Que faites-vous ici si tôt ?», je reçus la réponse la plus douce du monde. « On ne pouvait pas te laisser seule, maman, tu nous manquais déjà. » Mais ces mots, je les entendis désormais comme les ronronnements d'un chasseur qui juge sa proie avant de l'encercler. Cet après-midi-là, assise dans mon propre salon comme une prisonnière, Émilie ne me quitta pas d'une semelle, me demandant sans cesse si j'avais besoin de quelque chose. Quant à Paul, d'ordinaire si réservé, il évoquait sans fin des souvenirs de son père, cherchant à me faire parler, à me tester. Il n'était pas difficile de comprendre que cette attention inhabituelle n'était qu'une surveillance maladroite. Il voulait savoir si j'étais montée au grenier, si j'avais découvert quelque chose. Émilie, d'un ton faussement détaché, parla bientôt de son beau-père disparu, de combien il était méticuleux et prévoyant, et amena la conversation vers les finances, les dettes, les papiers laissés par Jean. Chaque phrase était un hameçon, et je sentais ses yeux épier le moindre tressaillement sur mon visage. Alors je me tus. Mon silence devint ma plus grande arme, et l'observer, ma seule mission. Puis, elle posa la question que j'attendais. « Dis-moi, maman, à part le coffre à la banque, tu crois que papa n'avait pas un endroit secret ici pour des papiers importants? Un testament peut-être ?» À ces mots, l'image du coffret métallique caché sous la couverture du grenier s'imposa à moi comme une brûlure. Je compris alors que mon mari ne m'avait pas seulement légué un secret, il m'avait confié une guerre, à mener contre les êtres les plus proches de moi. La question d'Émilie, jetée au milieu d'une maison encore pleine des fleurs du deuil, avait l'odeur de l'argent et la couleur de l'audace. J'étouffai l'amertume qui me montait à la gorge et cachai ma fureur sous la candeur d'une vieille femme confuse. Je baissai les yeux pour éviter les siens et répondis d'une voix lasse. « Ton beau-père était un homme simple, droit, et n'a jamais cru à ces histoires de coffres cachés. Tout ce qu'il possédait, il le gardait sur son unique compte à la banque. Les intrigues, c'était bon pour les films. » Je vis Paul se détendre, soulagé, mais sur le visage d'Émilie, une ombre glacée passa, celle d'un chasseur qui vient de voir échapper sa proie. Ce léger plissement de lèvres, presque imperceptible, me révéla la vérité. Leur présence ici n'avait rien d'un partage de chagrin, ils n'étaient là que pour fouiller les traces de l'héritage. Je compris alors que je ne pourrais plus jouer plus longtemps à ce jeu dangereux. Il me fallait être seule, vite, pour ouvrir la boîte. Prétextant une violente migraine et la fatigue d'un deuil trop lourd, je les remerciai pour leur sollicitude et leur dis que j'avais besoin de repos, que même leur tendresse méprisait. Quand la porte se referma enfin derrière eux, j'abandonnai la posture voûtée de la veuve accablée et me redressai. L'air de la maison avait changé, l'atmosphère de deuil factice s'effaçait, remplacée par la froide résolution d'une femme qui avait une mission à accomplir. Sans perdre de seconde, je pris la direction de l'escalier menant au grenier, vers la poussière, vers le secret, vers le coffret fermé et vers la vérité que m'avait laissée mon mari. Alors que j'écoutais le bruit du moteur de la voiture de mon fils s'éloigner dans la rue et se perdre, je jetai le déguisement de femme impuissante et fatiguée que je venais d'endosser et animée d'une froide colère née de la cupidité dissimulée derrière leurs faux gestes de tendresse, je grimpai l'échelle.
Chaque marche grinçante était désormais un pas non seulement vers le secret de mon mari, mais vers la source même de la terrible trahison qui s'était insinuée dans notre famille. Lorsque je repris en main cet objet métallique et froid sous la couverture poussiéreuse, je compris que cette boîte n'était pas un simple contenant de souvenirs datant de la jeunesse de Jean. Elle était moderne, robuste, munie d'une petite serrure au mécanisme complexe, conçue comme un écrin pour protéger des documents précieux ou un coffre-fort. Cette découverte rendait le « surtout ne » prononcé par Jean sur son lit de mort d'autant plus sinistre. Aucun secouement ne fit céder la boîte. Elle ne répondit que par un bruit sourd et étouffé, sans jamais laisser poindre la moindre promesse qu'elle s'ouvrirait. La petite serrure semblait être une barrière infranchissable, gardant la porte d'un monde que même Jean m'avait dissimulé. Un sentiment de désarroi m'envahit dans ce grenier. Il m'avait confié un secret sans me laisser la clé. Ou peut-être m'avait-il laissé une ultime mission pour la chercher. Après ces quelques minutes d'angoisse parmi la poussière et les toiles d'araignée, je dus retrouver mon sang-froid. Jean n'avais jamais été un homme de stratagèmes compliqués ni de jeux codés. Il mettait toujours ses biens les plus précieux dans les endroits les plus simples, visibles mais profondément personnels. Cette pensée me frappa comme un éclair. Il n'y avait qu'un endroit évident à vérifier, le tiroir supérieur de la commode en noyer de notre chambre, celui qu'il s'était réservé pendant 47 ans. Je remis la boîte métallique sous la couverture avec le soin qu'on réserve à un serpent venimeux, descendis silencieusement du grenier et, sachant désormais que ma cible n'était pas la boîte mais la clé qui l'ouvrait, me dirigeai droit vers notre chambre, le sanctuaire qui avait été témoin de tous les silences de notre mariage, la commode en noyer que Jean considérait comme sacrée et que personne d'autre n'avait le droit d'ouvrir. J'étais persuadé que dans ce tiroir, parmi de vieux boutons de manchette, un chapelet et une montre cassée, se trouvait aussi la petite pièce métallique capable de changer le destin de notre famille. Entrer seul dans cette chambre où nous avions dit bonjour chaque matin et partager la même respiration chaque nuit me fit sentir étrangère parmi mes propres souvenirs. La pièce n'était plus un foyer, elle était devenue la dernière forteresse des secrets que mon mari m'avait cachés. Et j'allais fouiller ses effets les plus intimes comme une voleuse dans ma propre histoire. Devant la commode, j'hésitai un instant avant de toucher la poignée de laiton terni. Ce tiroir était le petit univers privé de Jean, le sanctuaire où il conservait son chapelet, la montre cassée, la fleur séchée qu'il utilisait comme marque-page. Des choses que j'avais toujours respectées sans oser questionner. Ouvrir sans son consentement me paraissait presque une trahison irréparable envers son âme. Quand enfin je fis preuve de courage et tirai le tiroir, une bouffée du parfum familier de sa coloniale à lavande mêlée de tabac me fit vaciller un instant, puis mes yeux commencèrent à parcourir rapidement le désordre familier. Sous les vieux mouchoirs, les boutons de manchette et les gribouillages d'enfants de notre petit enfant, je sentis la présence de cette petite clé qui pourrait dynamiter l'avenir de notre famille. Je la pressentais et pourtant j'en avais une peur folle. Au fond du tiroir, en fouillant sous les objets, je remarquai que le velours protecteur était légèrement relevé. Au lieu du froid de métal attendu, mes doigts rencontrèrent d'abord la surface rugueuse d'une vieille enveloppe pliée, si bien cachée qu'il me vint penser que la clé recherchée n'était pas la seule pièce du puzzle, que Jean avait tissé ce secret en couches avec une histoire plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer. Et là, juste sous le velours, comme si elle avait été placée là en ultime recours, la petite clé brillante au profil moderne et étrange, correspondant à la serrure de la boîte, scintillait et prouvait son existence. Le bref sentiment de victoire quand je la pris entre mes doigts fut aussitôt remplacé par un poids terrible. J'avais franchi un point de non-retour.
En ouvrant la boîte du grenier, je n'allais peut-être pas seulement découvrir un secret, mais révéler un visage de l'homme que j'aimais, que je n'avais jamais connu. La petite pièce métallique que je tenais dans la paume de ma main, dans le silence familier et douloureux de notre chambre, pesait comme si elle entraînait non seulement ma main, mais aussi tous les piliers de nos 47 ans de mariage vers le bas. L'instant de triomphe d'avoir trouvé la clé céda rapidement la place à la peur. La vérité que j'allais extraire de cette boîte risquait d'écraser les souvenirs heureux que j'avais de mon mari. Chaque pas que je faisais depuis ce sanctuaire intime de la chambre vers le couloir sombre qui mène au grenier me faisait sentir comme un étranger dans ma propre maison, un fantôme errant au milieu de mes souvenirs. Les photos familiales accrochées au mur, autrefois joyeuses, me narguaient désormais en montrant les fragments d'un mensonge sinistre. Tout ce qui résonnait dans ma tête n'était que le regard douloureux de Jean lors de ces derniers instants et la question lancinante « Pourquoi m'avait-il caché ce secret jusqu'à son dernier souffle ?» Lorsque j'atteignis pour la 3e fois le palier où grince l'échelle, je sus que cette ascension n'était plus motivée par une curiosité enfantine ni par une recherche désespérée. Il s'agissait d'un affrontement inévitable et sans retour. Je me cramponnais à la corde comme à la corde de mon destin, et tandis que les marches de bois gémissaient sinistrement, ce bruit me parut le grincement d'un couvercle de cercueil prêt à s'ouvrir. Cette fois, je gravis les marches poussiéreuses non pas avec peur, mais avec une détermination glacée. Arrivé dans le grenier obscur, je me dirigeais sans hésiter vers le coin où se trouvait la vieille couverture, en sortis la boîte métallique froide et la plaçai, comme on dépose une offrande, au centre du rayon de lumière sale qui filtrait par la fenêtre. La clé et la boîte, ces 2 morceaux maudits de mon destin, étaient enfin réunis. Au moment précis où j'approchais la clé du petit verrou brillant, mes doigts tremblèrent malgré moi. La pensée des yeux d'Émilie, brillants d'avidité, et de l'attitude timorée de Paul s'imposa soudain à moi. Quoi qu'il y ait dans cette boîte, ce ne serait plus seulement le secret de mon mari défunt, mais peut-être l'arme la plus puissante pour ma survie face à ces vautours hypocrites. Je respirai profondément et glissai lentement la clé dans la serrure. Quand je tournais la petite clé, comme si je dégageais un cœur gelé, le clic froid et net résonna dans l'air poussiéreux du grenier comme une balle, et je ressentis avec douleur que ce son brisait non seulement la serrure métallique, mais aussi le socle solide sur lequel reposait ma confiance, ma fidélité et tous les souvenirs que j'avais construits avec Jean pendant 47 ans. Le temps d'ouvrir le couvercle, hésitante, craignant qu'un serpent n'en surgisse, mon esprit imagina 1000 scénarios funestes, lettres d'amour menteuses, reconnaissance de dettes inconnues, un testament secret léguant notre patrimoine à un autre. Quoi qu'il en soit, je savais que la vérité qui surgirait de dessous ce couvercle pulvériserait à jamais le portrait de l'homme tranquille et honnête que je croyais connaître. Mais lorsque j'écartai complètement le couvercle, la vision qui m'accueillit fut, au lieu des documents juridiques ou des liasses d'argent que j'attendais, comme un éclat de verre enfoncé dans mon cœur. Au sommet, posée seule comme si c'était la chose la plus précieuse, une vieille photographie en noir et blanc, une jeune femme que je ne connaissais pas, souriante, tenant un bébé dans ses bras, criait que le secret de mon mari n'était pas simplement une affaire d'argent, mais l'existence d'une autre vie totalement inconnue et cachée. En portant la photo entre mes doigts, le sourire heureux de cette étrangère me parut me narguer depuis des années, célébrant la victoire de son monde secret bâti sur mon bonheur naïf. Le froid qui m'habitait alors ne venait pas seulement de la poussière,
Il provenait du gouffre sans fond de trahison, à l'idée que l'homme avec qui j'avais partagé l'oreiller pendant 47 ans pouvait avoir dans son cœur une autre femme et peut-être un bébé que je n'avais jamais connu. J'effaçais d'un revers de la main les larmes qui menaçaient de couler et après avoir posé cette photo cruelle à côté de moi, je regardais le fond de la boîte. Là, la vraie bombe m'attendait. Sous la photo se trouvaient des documents officiels et un vieux portefeuille bancaire. Et le nom inscrit n'était pas celui de Jean, c'était le nom d'un homme totalement étranger à moi. À cet instant, je compris que mon mari ne m'avait pas seulement laissé la trace d'une famille cachée, mais aussi l'existence d'une identité secrète, d'une vie tout entière dont j'ignorais tout. Lorsque mes yeux se posèrent sur le nom Henri Morel, imprimé sur la couverture du carnet de banque que j'avais sorti du coffre caché de mon mari, j'eus l'impression que le temps s'arrêtait un instant. Ce nom n'appartenait à aucun membre de notre famille, à aucun parent que je connaisse. C'était la preuve froide et officielle d'une identité fabriquée, une double vie que Jean, mon compagnon depuis 47 ans, m'avait soigneusement cachée, comme s'il avait vécu dans un univers parallèle. Je feuilletais ces pages jaunies avec la peur de qui touche un papier empoisonné, et page après page, je compris que le compte ouvert au nom de Henri Morel avait reçu pendant des années des versements réguliers d'un montant qui dépassait de loin la petite somme que mon mari mettait de côté pour les menus du foyer. Quand j'atteignis la dernière page et vis le solde astronomique, la raison de la fièvre avec laquelle ma belle-fille Émilie cherchait des choses cachées dans la maison me parut soudain terriblement claire. Derrière ces larmes mines se cachait une faim d'argent. Le sang me monta à la tête. D'une main qui tremblait, j'extirai une autre enveloppe achetée au fond de la boîte, la plus officielle, la plus lourde. Et rompre ce sceau me parut être moins l'ouverture d'un simple papier que la profanation de ce serment conjugal tissé de l'honneur de mon mari et de ma candeur. Pourtant, quelle que fût l'amertume de la vérité, il me fallait la connaître. Le document qui glissa dans ma paume était l'acte de propriété d'un appartement situé dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, rédigé au nom de la femme que j'avais vue sur la photo en noir et blanc. À ce moment précis, je compris avec une froideur qui me glaça les os. Jean n'avait pas seulement créé l'identité Henri Morel pour dissimuler un simple compte. Il servait ainsi à bâtir, avec l'argent volé à sa propre maison et à notre fils, une existence luxueuse pour cette famille secrète. La trahison m'atteignit jusque dans le cœur. Assise au milieu des ruines de 47 ans de vie, la signification du dernier murmure de Jean, surtout, prit enfin tout son sens. Ce n'était pas un appel à taire un mystère, mais un ultime avertissement. Il avait voulu que je protège ce secret, non pour l'enterrer davantage, mais pour éviter qu'Émilie, prête à tout pour s'emparer de la maison et des comptes, ne pille notre foyer pendant que je deuillais. Le temps du recueillement était terminé, la guerre commençait. Devant ces pièces accablantes, l'acte, le carnet de banque, la photographie, je dus pourtant me maîtriser. Je savais que je devrais pleurer, me briser, mais aucune larme ne vint. À la place, une colère pure, nette et aiguë monta en moi. C'était l'arme qui me permettrait de tenir et le seul bouclier face au plan cupide d'Émilie. Avec la précaution qu'on réserve à un serpent venimeux, je remis ces documents dans la boîte froide, refermai le couvercle et verrouillai. Je pris la clé et remis le tout sous la vieille couverture, exactement comme si personne n'y avait jamais touché, sans laisser la moindre trace. Ce secret n'était plus mon fardeau le plus lourd, il était mon dernier atout. En redescendant du grenier et en regagnant la maison que je connaissais autrefois comme un refuge, je la vis désormais comme un champ de bataille où rôdaient des rapaces à deux visages. Quand la phrase chuchotée d'Émilie me revint, « Attendons le bon moment », je compris avec horreur qu'il savait peut-être déjà
ou du moins soupçonnaient l'existence de cet argent, et qu'ils avaient seulement attendu l'instant opportun pour profiter de mon deuil. À cet instant, je pris la décision de tenir le rôle le plus difficile de ma vie. Devant Paul et Émilie, j'allais être la vieille femme accablée par la perte, aveugle au monde, inoffensive, afin de me dissimuler derrière leur fausse compassion et d'espionner en silence chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, pour mesurer jusqu'à où allait leur trahison. Mais je n'étais pas en mesure de jouer seule. L'identité Henri Morel et l'adresse figurant sur l'acte étaient d'énigmes que je ne pouvais résoudre seule. Il me fallait savoir qui était vraiment cette femme, depuis quand Jean avait entretenu cette seconde vie, et surtout quel rôle Émilie et Paul tenaient dans toute cette affaire. Je devrais demander de l'aide extérieure, sans faire confiance à mon sang, et peut-être retrouver l'avocat en qui Jean avait le plus confiance. Le lendemain matin, avant que les premiers rayons du soleil ne dissipent le lourd voile de deuil qui pesait sur mon salon, je m'éveillai au bruit familier d'une clé dans la porte d'entrée. Un bruit qui ne sonnait plus pour moi comme la chaleur d'un foyer, mais comme l'annonce de la visite de mes gardiens, venus s'assurer que je restais sous leur contrôle. Car depuis ce que j'avais découvert dans le grenier, je savais une chose. Je n'étais plus la veuve innocente en deuil dans cette maison. J'étais une prisonnière tentant de survivre au sein d'un cercle de trahison ourdi par ma propre famille. Ma belle-fille Émilie s'approcha de moi, une écuelle de soupe dont je ne connaissais pas le contenu à la main, et posa sur mes lèvres cet étalage de sollicitude factice. « Maman, tu n'as rien avalé depuis cette terrible nouvelle. J'ai fait une soupe pour toi. » Derrière elle, Paul se tenait comme un fonctionnaire chargé d'évaluer mes réactions, silencieux et coupable. Leur visite avait pour but réel non pas de prendre de mes nouvelles, mais de vérifier si j'avais monté au grenier, si j'avais trouvé cette boîte verrouillée. Je fis réponse à leur fausse sollicitude comme la femme éplorée et désemparée qu'ils attendaient. Je murmurais que j'avais une violente migraine, que je ne savais pas comment m'y prendre avec les papiers officiels laissés par mon mari, ni avec les questions bancaires et de retraite. Et comme si le nom m'était venu à l'esprit par hasard, je prononçai celui du vieil ami à qui Jean confiait toutes ses affaires juridiques, Maître Laurent. Au son de ce nom, un voile de panique traversa l'expression d'Émilie. Son sourire factice se figea un instant, puis elle avança Paul en lançant « Oh maman, ce monsieur est bien trop âgé pour ces bricoles. Inutile de le déranger. Paul s'en occupera, non Paul ?» Cette réaction valait mieux pour moi que n'importe quel aveu. Ils avaient peur de l'avocat, terriblement peur. Je ne tombais pas dans leur piège. Poursuivant mon jeu de pauvre femme en détresse, je murmurais « Je ne sais pas ». Jean répétait toujours « Si quelque chose m'arrive, cherche Laurent ». Puis, les convainquant que j'étais trop épuisée pour m'occuper de tout, je les congédiai et dès qu'ils furent partis, j'abandonnai ma posture de victime. J'ouvris l'ancien agenda sur le bureau de mon mari, en tirai le numéro de Maître Laurent et composai. Ma voix était désormais ferme. « Maître Laurent, je suis Marguerite, la femme de Jean. Il y a une affaire urgente à laquelle il faut que vous assistiez. La double vie de mon mari. » Le silence à l'autre bout du fil fut brisé par la voix grave de l'avocat. « Madame, que voulez-vous dire par double vie? Venez immédiatement à mon cabinet et surtout, n'en parlez pas à personne, pas même à Paul. » Entendre cela me fit prendre conscience de mon isolement, mais aussi qu'un allié tout aussi consterné que moi pouvait désormais m'épauler. Craignant sans cesse que Paul ou Émilie n'apparaissent à ma porte pour me surveiller, je dissimulai les documents compromettants, le livret de banque au nom d'Henri Morel, l'acte de propriété au nom de la femme inconnue et la photo déchirante au fond de mon vieux cabas de marché sous quelques pommes abîmées. Et je me hâtai de quitter la maison comme une voleuse pour la première fois de ma vie. Tandis que je tournais le coin du quartier et pris un taxi qui m'éloignait de cet enfer familier, j'observais par la vitre les rues qui avaient servi de décor à tant de mensonges.
Le poids des papiers au fond de mon sac pesait comme la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur toute ma famille. Je n'allais pas seulement chez un avocat, j'allais au cœur du monde obscur que mon mari m'avait caché. Lorsque j'entrai dans le cabinet poudré et rassurant de Maître Laurent, que je m'assis en face de son lourd bureau en acajou et que, sans un mot, je déposai entre nous l'acte, le livret et la photographie, le temps semblait suspendu. Je vis le visage de l'homme d'expérience pâlir comme de la chaux quand il lut le nom étranger sur les papiers. Henri Morel. « Marguerite, dit-il d'un ton percé l'effroi, c'est impossible. Jean était mon ami depuis 40 ans. Je gérais ses affaires. Je vous jure que je n'ai jamais vu cette signature, ce nom, ni cette femme. » À ces mots, la vérité m'atteignit dans toute son horreur. Le réseau de mensonges tissés par mon mari était bien plus profond, plus professionnel et plus dangereux que ce que j'avais imaginé. Et nous avions été, tous les deux, dupés. Quand, dans cette pièce pleine de codes et de dossiers, Maître Laurent, l'homme en qui mon mari avait placé toute sa confiance, murmura d'une voix brisée « Moi aussi j'ai été dupé ». Je ne ressentis pas de douleur à proprement parler, mais une étrange forme de réconfort tordu. Dans ce gouffre d'infidélité et de mensonges, je n'étais plus seule. L'édifice que Jean avait construit était si habile qu'il avait piégé non seulement une épouse recluse dans ses murs domestiques, mais aussi un avocat aguerri dont la vie entière consistait à démasquer les tromperies. Après un silence pesant, je vis le visage de Laurent se transformer. L'ami endeuillé fit place au professionnel méthodique. Il examina chaque document, le sceau notarié sur l'acte, le nom de la succursale mentionné sur le livret bancaire, les indices de mode sur la photographie de cette femme inconnue. Nous n'étions plus une veuve éplorée et un ami consterné. Nous étions devenus cliente et avocat. « Madame Marguerite, dit-il d'un ton glacial, ce compte au nom d'Henri Morel. Les virements automatiques proviennent directement du compte de retraite que vous partagiez avec votre mari. » À cet instant, je compris que cette double vie n'était pas seulement bâtie sur une trahison sentimentale, elle avait été financée par notre argent, par l'effort commun d'une vie, transformant le mensonge en vol. Puis vint la phrase qui fit vibrer la peur en moi. « La vraie question, madame, c'est votre belle-fille. Vous plaisantiez quand vous disiez qu'elle connaissait l'existence de cet argent. Si elle soupçonne que vous avez découvert ces papiers, ce ne sera plus une affaire d'héritage. Cela pourrait devenir dangereux. Il pourrait vous pousser à tout avouer par la peur. » Ces mots donnèrent corps à ma terreur. Le rôle de vieille femme égarée que je jouais n'était plus une simple stratégie, c'était désormais ma seule armure. Lorsque je quittais le cabinet, mon vieux cabas de marché à la main, les derniers mots de Laurent résonnaient encore. « Rentrez chez vous, restez la mère endeuillée, dites un mot de travers à personne. Demain, je commence à enquêter discrètement sur cette identité, cette femme et ce compte. » Je sortis de son bureau non plus comme une victime, mais comme un agent infiltré, patiente et armée d'un allié. Dans le taxi qui me ramenait vers cette maison devenue repère d'oiseaux de proie, je sentais le poids des documents cachés au fond de mon sac. L'acte, le livret, la photo. Je devais replacer la boîte métallique dans son recoin du grenier intacte, comme si jamais une main humaine ne l'avait effleurée. Ce secret était mon arme et je devais le protéger. J'entrai chez moi en silence, comme un voleur. Le calme pesant de la maison fut un relâchement. Si Paul et Émilie étaient rentrés avant moi, il m'aurait été impossible d'expliquer le contenu du sac. J'aurais perdu la partie. Sans attendre, je montai l'échelle grinçante une dernière fois, remis chaque pièce, l'acte, le livret, la photo, dans la boîte froide, puis la refermai avec des gestes précis.
Mes doigts tremblaient non de froid, mais de terreur à l'idée d'être surprise. Quand je rabaissai silencieusement la trappe du grenier, la clé tourna dans la porte d'entrée. « Maman, tu es là ? Où étais-tu passée ?» cria Émilie d'une voix soupçonneuse. Mon sang se glaça, la clé du coffre était encore dans ma poche. Ses yeux furteurs passèrent du plafond vers la trappe du grenier à mon cabas vide. « Je reviens du marché, ma chérie. J'étais fatiguée, je me reposais, » balbutiai-je. Elle répliqua, le regard aigu. « Le marché, il ne dure jamais si longtemps. Et ton sac est vide. Tu n'étais pas encore monté fouiller dans les affaires de papa, là-haut ?» Et je compris à cet instant précis combien Laurent avait eu raison. Cette femme me surveillait tel un rapace prêt à plonger. Lorsque la question venimeuse de ma belle-fille Émilie, « Tu étais au grenier alors ?» résonna dans le silence du couloir, le poids de la petite clé moderne qui n'appartenait pas à la commode de mon mari se transforma soudain dans ma poche en une masse de fer de 1000 kilogrammes. Être prise sur le fait, à cet instant, n'aurait pas signifié seulement la découverte de la boîte, mais la révélation de la trahison de Jean et du fait que je savais, et cela aurait signifié ma fin. Pour cacher cette peur glaciale, j'étalai mes sanglots comme une veuve au cœur brisé et laissai tomber volontairement mon cabas de marché vide sur le sol. D'une voix tremblante, je m'écriai « Mais qu'irais-je faire au grenier, ma chérie ? Après la douleur d'avoir perdu ton père, dois-je encore être traitée comme une voleuse ?» Mon dernier et plus puissant bouclier jouait sur sa conscience. Je racontais alors ma petite scène pathétique. J'étais vraiment allée au marché, mais là-bas, au milieu de la foule, j'avais cru entendre la voix du défunt. J'avais oublié ce que j'étais venue acheter et j'étais rentrée en larmes, comme une femme perdue. Et, comme on évoque une anecdote au hasard, j'ajoutais que la simple vue de l'échelle m'avait rappelé un souvenir ancien avec Jean. À cet instant, le regard de Émilie, si perçant d'habitude, se radoucit un peu. Mon stratagème avait fonctionné, du moins pour l'instant. « On s'inquiète pour toi, on veut voir si tu es encore dans ton état normal », dit-elle d'un ton fin en me raccompagnant d'un geste vers le fauteuil, ma geôle habituelle. Je savais cependant que ce recul apparent n'était pas de la compassion sincère, c'était une manœuvre destinée à me pousser à dire quelque chose d'imprudent. Ses yeux continuaient de me scruter en quête du moindre indice. Quand Émilie disparut dans la cuisine pour me chercher un verre d'eau, ces quelques secondes furent une éternité. La clé dans ma poche me brûlait comme une bombe à retardement. Si elle voyait que je me levais pour aller la remettre dans sa cachette, tout s'effondrerait. Il me fallait agir, et vite. Elle me tendit le verre d'un geste empli d'affectation. Je le saisis, les mains tremblantes, sentant le métal froid de la clé comme une braise contre ma peau. Je savais désormais que je ne vivais plus seule dans cette maison. Je vivais sous la garde d'une femme prête à surveiller chacune de mes larmes pour mettre la main sur la fortune secrète. Et comme je m'y attendais, Émilie se glissa près de moi d'un air mielleux et proposa « Maman, peut-être devrions-nous regarder ensemble les affaires privées de ton mari, ses tiroirs et ses papiers, ça te soulagerait ». Sa proposition douce en surface révélait sans ambiguïté son vrai but. Elle ne visait pas le grenier, mais bien et belle la commode de Jean, là où, en ce moment même, brûlait la clé dans ma poche. Si je lui avais permis d'aller immédiatement à ce tiroir, l'absence de la clé aurait fait voler mon plan en éclats. Aussi, je m'accrochais une dernière fois à mon rôle de vieille femme submergée. Entre deux sanglots, je répétais que ces tiroirs constituaient l'espace intime de mon mari. Qui touchait serait la plus grande des irrespects envers sa mémoire et que je n'étais pas prête, peut-être jamais, à profaner ce sanctuaire. Je tentais ainsi de la dissuader. Mais Émilie insista. Sa voix de velours cachait un tranchant d'acier. « Maman, on ne peut pas attendre pour ces choses. Les papiers se perdent, on a des délais, ça nous causera des ennuis. » Son ton impérieux me fit comprendre que le temps m'était compté. Il me fallait agir à cet instant précis, me débarrasser de la clé sans qu'elle s'en rende compte, sinon elle gagnerait la partie.
Alors, dans un ultime subterfuge, je simulai une douleur soudaine, aïe, et une main sur la poitrine, et laissai tomber exprès mon chapelet que je tenais toujours. Émilie, paniquée, se baissa aussitôt pour ramasser les perles. Cet infime instant, inestimable, s'ouvrit devant moi comme une fenêtre. Ma main plongea dans ma poche, saisit la clé froide, et en un éclair, je la glissai dans l'espace sombre et secret, sous l'assise usée et affaissée de mon vieux fauteuil. Une cachette si banale qu'à personne il ne viendrait à l'esprit d'y chercher quoi que ce soit. Je la vis, quelques secondes plus tard, me demander « Inquiète, maman, ça va ?» L'horloge avait tourné en ma faveur, la clé sommeillait dans sa sépulture improvisée et j'avais gagné le temps nécessaire pour reprendre mon rôle et préparer la suite. Lorsque la question venimeuse de ma belle-fille, Émilie, « Tu étais au grenier alors ?» résonna dans le silence du couloir, le poids de la petite clé moderne, qui n'appartenait pas à la commode de mon mari, se transforma soudain dans ma poche en une masse de fer d'un poids écrasant. Être prise sur le fait à cet instant n'aurait pas seulement révélé l'existence de la boîte, mais aussi la trahison de Jean et le fait que je savais, et cela aurait signifié ma perte. Pour dissimuler cette peur glacée, je fis semblant d'un sanglot réel et laissai tomber volontairement mon cabas de marché vide sur le sol. D'une voix tremblante, je m'écriai « Mais qu'irais-je faire au grenier, ma fille ? Après la douleur d'avoir perdu ton père, devrais-je encore être traitée comme une voleuse ?» Mon dernier et plus puissant bouclier jouait sur sa conscience. Je racontai alors ma petite scène pathétique. J'étais véritablement allée au marché, mais dans la foule, j'avais cru entendre la voix du défunt, j'avais oublié ce que j'étais venue acheter, et j'étais rentrée en larmes, comme une femme perdue. J'ajoutai que la simple vue de l'échelle m'avait rappelé un souvenir ancien avec Jean, et pendant une seconde, le regard d'Émilie, si perçant d'habitude, s'adoucit. Mon stratagème avait fonctionné, du moins pour l'instant. « On s'inquiète pour toi, on veut voir si tu es encore saine d'esprit », dit-elle d'un ton fin en me raccompagnant vers le fauteuil, ma geôle habituelle. Mais je savais que ce recul apparent n'était pas de la compassion sincère. C'était une manœuvre destinée à me pousser à dire quelque chose d'imprudent. Ses yeux me scrutaient à l'affût du moindre indice. Quand Émilie fila à la cuisine pour me chercher un verre d'eau, ces quelques secondes furent une éternité. La présence de la clé dans ma poche me brûlait comme une bombe à retardement. Si elle me voyait me lever pour la remettre à sa place, tout en fronderait. Il me fallait agir, et vite. Elle me tendit le verre d'un geste mielleux. Je le saisis, les mains tremblantes, sentant le métal froid de la clé contre ma peau. Je savais désormais que je ne vivais plus seule dans cette maison. Je vivais sous la garde d'une femme prête à surveiller mes larmes pour mettre la main sur le trésor caché. Comme je le craignais, Émilie se pencha vers moi, douce comme un serpent, et proposa « Maman, peut-être qu'on devrait regarder ensemble les effets privés de ton mari, ses tiroirs et ses papiers, ça t'allégerait. » Sa voix de compassion n'étant qu'un vernis, son véritable but était évident. Elle ne visait pas le grenier, mais la commode de Jean, l'endroit même où la clé devait revenir. Si je l'avais laissé ouvrir ce tiroir maintenant, l'absence de la clé aurait fait voler mon plan en éclats. Je m'accrochai donc une dernière fois à mon rôle de veuve éplorée, sanglotant que ces tiroirs étaient l'espace intime de mon mari, que les toucher serait le manque de respect infini envers sa mémoire et que je n'étais pas prête, peut-être jamais, à profaner ce sanctuaire. Je tentai ainsi de la dissuader. Mais Émilie insista. Son ton doux dissimulait un tranchant d'acier.
« Maman, on ne peut pas remettre ça à plus tard. Les papiers se perdent, on aura des ennuis après. » Sa fermeté me fit comprendre que le temps m'était compté. Il fallait que je me débarrasse de la clé sur le champ, sans qu'elle s'en aperçoive. Sinon, elle gagnerait. Alors, dans un ultime stratagème, je simulais une douleur soudaine, un petit « ah » et la main sur la poitrine, et laissai tomber exprès le chapelet que je portais toujours. Émilie, prise de panique, se baissa aussitôt pour ramasser les perles. Cet infime instant, inestimable, s'ouvrit devant moi. Ma main plongea dans ma poche, saisit la clé froide, et en un éclair, je la glissai dans le creux sombre sous l'assise usée de mon vieux fauteuil, une cachette si banale qu'à personne il ne viendrait à l'esprit d'y chercher. Quelques secondes plus tard, elle releva la tête inquiète. « Maman, ça va ?» L'horloge avait tourné en ma faveur. La clé reposait maintenant dans sa sépulture improvisée et j'avais gagné le temps nécessaire pour préparer la suite. Lorsque la présence étouffante de ma belle-fille, Émilie, eut enfin quitté la maison, je rejetai d'un geste la cape de fausse impuissance que je portais sur les épaules et, serrant dans ma paume la petite clé brillante comme un trophée, me dirigeai vers la chambre, vers la commode en noyer où reposaient les secrets les plus intimes de mon mari. À présent, mes pas n'étaient plus guidés par le deuil ni par la peur. Ils avaient la froide détermination d'un soldat qui doit éliminer la dernière et la plus dangereuse preuve avant que la vérité glaciale qu'il apprendra demain matin ne pulvérise tout. La poignée de la commode devant laquelle j'avais hésité quelques jours plus tôt, la même que je n'avais pas osé tourner, je la saisis cette fois sans la moindre hésitation. L'odeur familière de lavande et de tabac qui s'échappa du tiroir ne m'évoqua plus 47 ans de souvenirs, mais la mise en scène savamment ficelée d'un mensonge. Je regardais les objets dedans comme si ce n'étaient pas des souvenirs, mais des armes, avec un soin presque religieux, comme si personne n'avait jamais touché cet endroit et comme si nul ne devait soupçonner son existence. Je remettis la clé fatidique sous le velours usé dans sa cachette. Chacune de mes mains exécuta cette tâche délicate avec la précision d'un chirurgien, en imaginant la possibilité effroyable qu'un jour Émilie ne fouille ce tiroir et remarque le moindre déplacement. Le bruit sourd du tiroir qui se referma me parut plus qu'un simple effacement d'une preuve. C'était le dernier clou enfoncé dans le cercueil de l'image de l'homme honnête que j'avais connu. Debout dans cette chambre, entouré de faux souvenirs, je ne regardais plus le passé, je regardais l'avenir impitoyable qui débutera demain à 9h au cabinet de Maître Laurent, lorsque je découvrirai l'identité réelle de la femme inscrite sur l'acte. Quand j'entendis enfin la voiture de mon fils Paul s'arrêter dans la rue pour sa visite du soir, je retournai me poster sur mon fauteuil, ma position de combat. Je pris mon chapelet, fixai le vide de mes yeux et repris ma posture de veuve épuisée et innocente. Je cachais ma rage glacée et attendais, prête, le dernier et le plus terrible des secrets qui, j'en étais certaine, glacera le sang de tous. Cette nuit-là, après le baiser maladroit et aveugle « Bonne nuit, Paul !» je ne fermais pas l'œil. Allongé dans mon lit froid, je passais l'heure à ruminer d'existence de la boîte du grenier et la trahison de mon mari. Aux premières lueurs de l'aube, j'exécutais mon mensonge de voisine, un bocal de cornichons à la main. Je quittais la tanière d'Émilie, mais ces pas n'étaient pas ceux d'une visite amicale, c'étaient les derniers pas d'un enterrement, l'enterrement de ma propre famille. Lorsque, à l'heure convenue, j'ouvris la porte du cabinet de Maître Laurent, l'incrédulité et la tristesse d'hier avaient disparu de son visage. Elles avaient laissé place à une répugnance presque physique,
Avant même que j'aie pu dire bonjour, il désigna l'acte et la photo sur son bureau. « Marguerite, je vous avais dit que cela vous glacerait le sang, si seulement cela n'avait été que cela. » Il me raconta d'une voix glacée qu'il avait passé la nuit à enquêter sur l'identité Henri Morel, sur le nom porté sur l'acte et sur le compte bancaire. Ces découvertes dépassaient la trahison personnelle. Elles révélaient une conspiration organisée, une machination qui perdurait depuis des années au cœur même de ma maison. Puis il me tendit un document officiel, encore scellé, l'acte d'état civil de la femme figurant sur la photo, la trace administrative de cette famille secrète. En lisant le nom sur ce papier, le temps s'arrêta. La propriétaire du bien, la femme à qui Jean avait fait transférer des biens sous un faux nom, n'était pas une amante lointaine inconnue. C'était celle qui, depuis 15 ans, franchissait notre seuil, m'appelait maman, ma belle-fille Émilie. L'enfant sur la photo était le bébé qu'Émilie avait eu bien avant d'épouser Paul, un enfant qu'elle avait caché et dont le père n'était pas mon fils, mais mon mari, Jean. Et là, tout s'éclaira d'un seul coup. Ces mots murmurés par Jean sur son lit de mort, ce vieux coffre sous les combles, surtout, n'était pas un simple avertissement, mais une confession et une supplication. Émilie connaissait ce secret depuis des années. Elle avait découvert l'existence de cet enfant. Elle avait fait fabriquer l'identité fictive d'Henri Morel et par chantage, elle avait contraint Jean à lui verser son argent pour entretenir cette seconde vie. En le sachant condamné, il m'a laissé ces indices comme une ultime tentative pour me protéger d'elle. Mon deuil s'acheva en une seconde. La plus implacable des vengeances venait de naître en moi.